Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, donc bienvenue à ce webinaire consacré à l'analyse élémentaire des produits de la pétrochimie. Donc ce webinaire vous est présenté par SRA Instruments et XOS avec la présence de Julian Van Berkom, spécialiste applicatif XOS. Et pour la partie SRA, il y a Federico Sacco, qui est notre spécialiste produit italien, et moi-même, donc Florent Chapuis, ingénieur commercial pour toute la partie Est et Sud de la France. Alors, je vais, hop, un petit sommaire de ce webinaire. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter donc les deux sociétés, SRA et XOS, avec le détail des différents instruments que nous commercialisons et qui sont donc dédiés à la pétrochimie et à l'analyse élémentaire. Je vous présenterai dans un deuxième temps également les deux technologies utilisées ainsi que leurs domaines d'application respectifs. Et je passerai la main après à Julian qui vous présentera plus en détail deux de ces applications, l'une dédiée à l'analyse du soufre dans les biocarburants et l'autre à l'analyse du chlore dans le pétrole brut. Et enfin, on terminera cette présentation avec une démonstration d'un instrument, donc le Cindy Plus Chlora, qui sera faite par Federico et qui pourra donc démontrer à quel point l'utilisation de nos analyseurs est simple et très intuitive. Je précise juste en introduction que la partie de Julian, donc la partie applicative et la démonstration de Federico seront en anglais. Et donc du coup, à la suite de ces différentes présentations, donc technologiques, applicatives et démonstratives, on pourra échanger sur celle-ci et donc vous pourrez nous poser toutes les questions par rapport à ces produits. Donc, petite présentation d'SRA pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, nous sommes spécialistes depuis plus de 30 ans dans l'analyse chimique et plus particulièrement dans le domaine pétrochimique. Donc, nous avons deux sociétés, une française et une italienne, dont le cœur d'activité est en fait de trouver des solutions analytiques sur mesure répondant au mieux à vos besoins. Et donc, historiquement, en fait, nous avons une très forte présence dans le domaine de la chromatographie gazeuse. Mais au fil des années et au fil des nouvelles technologies qui sont apparues sur le marché, nous sommes transférés aussi vers la spectroscopie et vers la FluoX pour répondre à l'ensemble des besoins que vous avez dans l'industrie pétrolière. Et donc, pour cela, nous sommes partenaires avec XOS. XOS qui est donc membre du groupe international Danaher, XOS qui est une société américaine, donc basée aux États-Unis dans la banlieue new-yorkaise, et dont le cœur d'activité est l'analyse des produits pétroliers par fluorescence des rayons X. XOS est présent un petit peu partout dans le monde avec des bureaux, des services techniques et commerciaux sur tous les continents. Donc, comme je vous le disais, les produits XOS sont dédiés à l'industrie pétrochimique et utilisent la fluo X avec une excitation monochromatique. C'est cette excitation monochromatique en fait qui va nous permettre d'atteindre des limites de détection et de quantification spécifiques à chaque élément et donc respectant les normes du secteur ISO et ASTM. Les avantages de ces produits, c'est que là où avant on utilisait des gros instruments qui demandaient beaucoup de maintenance et de connaissances particulières, ainsi qu'une préparation d'échantillons assez lourde,
Ici, on a des analyseurs qui sont très simples d'utilisation. Donc, ça, c'est ce que moi, je vous dis, mais vous le verrez tout à l'heure avec la démo de Federico. Avec une préparation d'échantillons qui est ultra rapide, hein, de l'ordre de quelques minutes en fonction de l'analyse que vous souhaitez faire, et très peu coûteuse. Également, on va avoir un gain de place assez important avec ce type d'analyseur, car pour vous donner un ordre d'idée de la taille que peut prendre un analyseur XOS, c'est de l'ordre d'une imprimante en fait de bureau que vous pouvez poser sur votre paillasse sans avoir besoin de l'alimenter en gaz de purge. On a juste besoin en fait d'une prise électrique. Hop, pardon. Donc voici donc les différents analyseurs distribués par SRA et par XOS. Donc à chaque instrument correspond un élément bien spécifique. Un petit moyen mnémotechnique pour s'y retrouver dans toute cette gamme. Si vous prenez là ou les premières lettres de l'élément, vous retrouverez directement le début du nom de l'analyseur dédié. Par exemple, le soufre pour Cindy, le silicium pour signal et le chlore pour chlora. C'est plutôt simple comme dénomination. Et du coup, avec un dernier analyseur que vous pouvez voir en bas à droite, le Petramax, qui est un analyseur multi-éléments, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc tous ces analyseurs se basent donc sur deux technologies différentes. Donc la FluoX, soit à dispersion de longueur d'onde, soit la FluoX à dispersion d'énergie. De manière plutôt classique, avec une excitation polychromatique, mais nous apportons avec les instruments XOS notre amélioration justement en excitant l'échantillon de manière monochromatique. Et c'est sur cette excitation monochromatique que nos analyseurs se démarquent. Donc, tout d'abord, on va parler de la FluoX à dispersion de longueur d'onde avec excitation polychromatique dans un premier temps, technologie utilisée par nos concurrents, puis l'excitation monochromatique en vous présentant bien entendu le fonctionnement et les avantages d'une telle excitation. Donc, comment est-ce que ça fonctionne de manière classique? Nous avons donc une source de rayons X que l'on voit en rouge, qui émet un faisceau polychromatique avec un pic d'énergie que l'on peut voir sur le spectre dans l'angle en bas à gauche. Ce pic d'énergie, en fait, avec cette technologie, n'est pas exploité individuellement et les autres rayons X vont générer, pendant l'excitation de notre échantillon, un bruit de fond assez important. De manière classique, donc, on excite notre échantillon avec la totalité du spectre du faisceau polychromatique. L'échantillon, une fois excité, va à son tour émettre un second faisceau polychromatique dirigé donc vers un miroir plat. Mais avant d'atteindre le miroir plat, il va passer à travers un filtre. Ce filtre qui permet de couper, de sélectionner une gamme de longueur d'onde, on va dire, avant de venir taper justement sur ce miroir plat. Le miroir plat, en bougeant, va sélectionner là ou les longueurs d'onde du ou des éléments d'intérêt que l'on souhaite analyser, comme par exemple le soufre ou le chlore. Donc avec une technologie comme celle-ci, on obtient un spectre que l'on voit en haut à droite, avec un bruit de fond assez important qui est dû justement à l'excitation polychromatique. Et donc là où on se démarque en fait avec les analyseurs XOS, c'est avec son système optique, le DCC, qui est breveté donc, DCC pour Double Curve Crystal. Et ce système optique est en fait un miroir qui est doublement incurvé, comme on peut le voir sur cette photo, et qui est recouvert de plaques de cristal. Donc à quoi sert ce miroir? Ce miroir va permettre de nous apporter deux avantages principaux. Le premier, c'est qu'il va focaliser le faisceau incident sur l'échantillon grâce justement à sa courbe
et ce qui va permettre une excitation de meilleure qualité en apportant un maximum de rayons X sur notre échantillon pour l'exciter. Et en parallèle, en fait, le cristal qui est à la surface, qu'on a vu sur la précédente photo, va nous permettre en fait de sélectionner directement le pic de plus haute énergie pour exciter notre échantillon avec un faisceau monochromatique. Donc en bas à gauche, on a le spectre avec lequel on excitait de manière classique, et à droite, en bas à droite, on a le pic d'énergie avec lequel on va venir exciter notre échantillon. Prenons l'exemple d'une analyse multi-élémentaire par dispersion des longueurs d'onde avec un analyseur, par exemple, Cindy plus Chlora. Si on reprend un petit peu le même schéma que pour la méthode classique, donc nous retrouvons notre source de rayons X en orange. Le miroir, donc le DCC, va venir se placer juste entre le tube et l'échantillon. Et du coup, il va nous apporter ces deux avantages. La focalisation du faisceau vers l'échantillon et donc la sélection du pic de plus haute énergie pour exciter notre échantillon de manière plus efficace. Contrairement donc à l'ancienne méthode où l'on venait exciter en fait avec la totalité du spectre, on observe ici le pic d'excitation que l'on utilise et qui va réduire considérablement le bruit de fond de notre résultat, de notre spectre final. Donc l'échantillon qui est ainsi excité, donc avec un faisceau monochromatique focalisé sur l'échantillon, va émettre encore une fois à son tour un second faisceau polychromatique dirigé vers deux nouveaux systèmes optiques, donc deux nouveaux DCC, le système 2 et le système 3, qui vont recevoir en fait le faisceau polychromatique émis par l'échantillon et qui vont à leur tour focaliser ce faisceau et sélectionner en faisceau monochromatique les rayons vers les deux détecteurs, un pour le chlore et l'autre pour le soufre. Tous ces paramétrages en fait sont faits d'usine et n'ont pas à être faits par vous directement pendant l'analyse. Et donc si on regarde un petit peu le spectre que l'on peut obtenir à la suite de cette analyse, ça nous amène à des pics beaucoup mieux résolus, avec un bruit de fond beaucoup plus faible et donc des résultats beaucoup plus précis. Passons maintenant à l'autre technologie, donc la fluo-X à dispersion d'énergie, avec toujours cette excitation monochromatique chez XOS contre celle polychromatique chez les concurrents. Encore une fois, regardons un petit peu comment cela se passe de façon classique. Donc, comme précédemment, on a toujours notre source d'excitation de rayons X en orange, sous forme d'un faisceau encore polychromatique qui va venir directement exciter l'échantillon sans être filtré, avec l'intégralité du spectre, sans sélectionner en fait le pic d'énergie le plus intense pour l'excitation. Du coup, l'échantillon va à son tour émettre le faisceau d'excitation, donc un faisceau polychromatique, dirigé vers le détecteur, qui, en fonction de l'énergie, détermine l'élément analysé. Donc, chaque énergie est dépendante d'un élément. Et cette fois-ci, c'est l'intensité de ce pic qui va nous donner en fait la concentration de l'élément. Encore une fois, on voit ici qu'on a des pics pour le soufre et pour le chlore assez mal résolus, un retour à une de base assez faible, avec un rapport signal sur bruit très faible, qui est dû notamment au bruit de fond produit par l'excitation polychromatique. Comment est-ce que chez XOS, nous arrivons à avoir de meilleurs résultats, plus précis et être plus sensibles? Encore une fois, c'est grâce au DCC qui va sélectionner cette fois-ci le pic énergétique de plus haute intensité que l'on voit ici en bas à gauche, encadré en rouge, pour exciter notre échantillon et ainsi diminuer drastiquement le bruit de fond. Donc la focalisation du faisceau monochromatique après avoir sélectionné le pic de plus haute intensité va aller directement vers l'échantillon pour avoir un rapport signal sur bruit lors du résultat le plus important possible.
Le miroir, ainsi, élimine la plus grande partie en fait du bruit de fond, du polychromatisme, dû au faisceau incident. Et donc l'échantillon qui est ainsi excité va à son tour émettre un faisceau polychromatique dirigé directement vers le détecteur. Si on compare ce spectre à celui que l'on obtenait précédemment avec la méthode classique, nous voyons que nous avons une diminution significative du bruit de fond et de ce fait une meilleure résolution et sensibilité par rapport à l'analyse. Le détecteur ici permet en fonction de l'énergie de déterminer les éléments détectés et encore une fois l'intensité du pic énergétique, fonction de la concentration, nous permet de quantifier ce ou ces éléments. Et donc si l'on compare les deux techniques, donc l'HD XRF chez XOS et l'ED XRF pour énergie dispersive XRF chez les concurrents, on constate facilement le gain en sensibilité, en précision et donc en limite de détection qui est due à l'excitation monochromatique qui est rendue possible elle-même par l'utilisation du système optique DCC. Ici en bleu sur les spectres de droite, donc superposés entre XOS et la technologie MWXRF, EDXRF, pardon. On voit que l'on a trois principaux avantages, donc une réduction drastique quand même du bruit de fond, une augmentation donc de la limite de détection, parce que si vous avez un élément en faible concentration, avec le bruit de fond qui est généré avec l'analyse que l'on voit en orange, vous n'allez pas le voir. Alors que sur le matériel XOS, vu qu'on a un bruit de fond beaucoup plus faible et un rapport signature-bruit beaucoup plus intéressant, on va pouvoir quantifier des éléments avec des limites de détection et de quantification beaucoup plus basses. Et de ce fait, augmenter la précision de notre analyse. Ici, on a une vue d'ensemble un petit peu des domaines d'application des analyseurs XOS qui, comme on peut le voir, couvre un petit peu l'intégralité du process pétrochimique. Cette partie applicative sera détaillée par Julian un petit peu plus tard, mais rapidement, on voit que l'on peut faire des analyses du pétrole brut à la distribution par les pipes, aux raffineries, jusqu'à la distillation et à la distribution finale. Avec à chaque étape, en fait, des éléments bien spécifiques à analyser et à surveiller. Et à chaque élément, on a un analyseur XOS dédié, mono ou multi-éléments, avec sa technologie, soit dispersion des longueurs d'onde, soit dispersion d'énergie, en fonction de la norme que l'on doit respecter. Quelques exemples d'applications pour les analyseurs XOS, encore une fois. Donc aussi bien des produits finis comme le diesel, les biocarburants, le bioéthanol, que de l'analyse de process pour suivre l'efficacité, par exemple, de l'étape de raffinage ou de dessalage. Et puis des analyses aussi pour mesurer la qualité du pétrole qui vient d'être extrait avant de l'envoyer dans les pipes aux raffineries. Donc tout ceci sur des gammes de concentration assez larges, avec quelques exemples, donc 0,15 ppm de limite de détection pour le soufre, jusqu'à 10% en dispersion de longueur d'onde, et entre 2,6 ppm et 10% en dispersion d'énergie, avec par exemple le Petra 4294. Et puis en autre exemple, on peut donner le 5,7 ppm à 10% avec le Petramax, qui nous permet donc d'analyser jusqu'à 13 éléments différents avec une seule analyse. Donc ces 13 éléments sont le soufre, bien entendu, le nickel, le vanadium, le fer, le cuivre, le cobalt, le manganèse, le zinc, le chrome, le calcium, le potassium, le chlore et le phosphore, avec des limites de détection, pour la plupart, inférieures au ppm.
Si l'on compare pour une même technologie, mais deux méthodes différentes, donc par exemple pour la dispersion des longueurs d'onde, donc les courbes jaunes pour XOS et vertes pour la concurrence, on observe une différence de reproductibilité assez notable sur une large gamme de concentration. Ici, entre 0 et 1000 ppm, grâce notamment au DCC et à l'excitation monochromatique, la reproductibilité est nettement meilleure chez XOS que chez les concurrents. Par exemple, si on se fixe pour une concentration de soufre aux alentours de 450-500 ppm, on va avoir une reproductibilité chez XOS de 20 ppm contre 60 ppm pour la méthode classique. Donc 40 ppm de différence de productivité, c'est quand même assez important. Tout cela, encore une fois, grâce au système optique designé par XOS et à l'excitation monochromatique. Un rapide point aussi sur les normes que nous respectons avec notre gamme d'analyseurs en fonction des technologies utilisées, donc dispersion encore une fois de longueur d'onde ou d'énergie. Donc le soufre par longueur d'onde avec l'ISO 20884 ou la STM 2622 ou 7039. Le soufre dans ce cas-là par dispersion d'énergie avec les normes ISO 8754 ou STM D4294. Et également, il y a quelques temps, nous avons eu la conformité à la STM D8252, permettant l'analyse multi-élémentaire du nickel et du vanadium, donc simultanée, par dispersion d'énergie. Et donc toutes ces normes qui sont bien évidemment listées dans l'EN 590 pour le diesel et l'EN 228 pour l'essence, avec notamment ici entouré en rouge l'ISO 20884 pour l'analyse du soufre par dispersion des longueurs d'onde avec notre analyseur Cindy. Donc pour conclure sur cette introduction technologique et pour résumer un petit peu tout cela, les principaux avantages des analyseurs XOS résident, on peut le dire, en 5 points. Donc le principal, c'est une reproductibilité et répétabilité accrue grâce au système optique et donc à l'excitation monochromatique. C'est un analyseur de paillasse qui nécessite uniquement une prise de courant pour l'alimenter. Pas besoin ni de gaz de purge, ni de pompe à vide. Et la dernière chose, c'est que la préparation d'échantillons est ultra simple et très peu chère. Mais pour cela, je laisserai Federico vous le démontrer plus que vous le dire tout à l'heure avec sa démonstration. Je passe donc la main maintenant à Julian qui va vous présenter deux applications spécifiques au soufre et au chlore. Julian, it's your turn. Good morning, everyone. I'm just about to share my presentation with you. Okay, good morning. My name is Julian. I'm a application specialist for XOS, and I will be going over 2 application notes. These notes are published as well, so if you have any need for the exact paper, SRA can provide them. The first one we will be discussing is the rapid and accurate analysis of sulfur and chlorine in biofuels by XRF. And the second one is how to measure chlorine in crude oil by either ASTM 4929, method C, or water extraction to get both organic and inorganic chlorine. First of all, most people will notice, but why would you even measure sulfur and chlorine? The first reason to measure chlorine and sulfur is corrosion, especially if you're on the production side. Sulfur can turn into H2S during the processing, which is highly corrosive and next to that toxic as well. Chlorine can also turn into hydrochlorine.
hydrochloric acid, which is also highly corrosive and can deteriorate your tanks, your pipelines, or any other part in your process. Cost and efficiency. Like I said, if you need to do extra maintenance or repair due to corrosion building up in a certain spot, this will cost money and will result into downtime for certain areas of the process. Another possibility is decreased catalyst efficiency due to the presence of chlorine. Chlorine is extremely happy to react with any free radicals. So any process that involves a catalyst and breaking up your molecules, and if there's chlorine present, it will either deteriorate your catalyst or go into places that you don't want them to. And of course, there's the regulatory specifications for sulfur. Currently, at this moment in Europe, it's 10 ppm in automotive fuel, 0.1, 0.5, or 1% mass percent in bunker fuels. And currently, the spec for Jet A1 is still 0.30% sulfur in aviation fuels. So let's go to sulfur and chlorine in biofuels. First, the distinction between biofuels. There's first and second generation fuels. First generation biofuels are made from crop-based feeds such as rapeseed, palm oil, and others that are either be used for food or feed. Second generation biofuels are made from waste feed, for example, used cooking oil, animal fat, and nowadays plastic is also being recycled into a feedstock for fuel process or for recycling the plastic. The main thing with biofuels is interferences. Oxygen is the worst interference. Oxygen naturally absorbs X-rays, resulting into the excitation being less effective and therefore less signal going to the detector. For example, if you excite biofuel with roughly 10% or to 12% oxygen present in it, you will have a loss of roughly 19%. So let's say your sample is 10 ppm, and then you will measure 8 instead of 10, especially when blending. That can be problematic. Particulates, some feedstocks have some particulates in it. If you have used cooking oil, which isn't processed yet, there could be many particulates present. If a particulate is in the way of the X-ray beam, because the spot size is only 1 millimeter, so if that spot size is covered by a particulate or multiple particulates, you will get a false reading. So we always recommend that when you have particulates, that you either filter your product or treat it in such a way that the particulates cannot interfere with your measurement, or make multiple measurements of the same cup with different rotations to ensure you've excited different spots of the sample. Sulfur can also interfere. Sulfur is normally very low in the refined biofuels. There are some feedstocks that might have a little bit of a higher sulfur concentration, up to 500 ppm. There should be no issue. If you go above 500 ppm, it can start to interfere with your chlorine detection. So in this paper, we did a study on multiple samples. This is just a snippet of the samples that we measured. And you can see the oxygen percentage in the biofuels, which are used cooking oil methyl ester, tallow methyl ester, rapeseed methyl ester, soybean methyl ester, and a B10 blend, which is 90% diesel and 10% biofuel, and again, 80% diesel and 20% biofuel for the B20. The oxygen masses there are relatively low for the last two ones. We generally say if there's less than 3.7% oxygen present, the interference isn't that big. And as you can see with the correction factor on the side, these are relatively small. If you look at the biofuels, you see it's roughly 1.19, meaning that if you find 10 ppm, you would need to multiply by 1.19 to get the actual result. These correction factor tables are determined for our monochromatic dispersive wavelength analyzers. So be careful when you apply these. These can not regularly be applied if you use a different system at the moment. The correction factors are somewhat generic, but because we use a different technique than most X-ray manufacturers, there can be a slight difference. So we highly recommend to only use these tables with XOS devices. And as you can see, the more the oxygen increases, the higher the correction factor is. And we've calculated correction factors up to 19% thus far.
An example of a result, we have used cooking oil, which contained some sulfur, but it contained a lot of chlorine, and chlorine can be typically classic refineries take into maximum 2 ppm before they go into process. And as you can see, the concentration here is quite a lot higher. This is already refined product, but it could be that this product would start to deteriorate your fuel tanks or other storage facilities. But the impact is quite severe. So there is 11 point something oxygen presence, meaning a correction factor of 1.19. And you can see what result it have. For sulfur, it goes to the borderline of the specification because the specification is 10 ppm and the average is 9.22, which is still okay, but it's close. And chlorine, you go from 425 ppm to 509 ppm, which is a 84 ppm increase due to the correction factor. So it is important to keep in mind when you're measuring biofuels or any oxygenated samples to check for the amount of oxygen. We've determined the amount of oxygen via GC. We've run an ester composition, methyl ester composition on a GC. And from that composition, we can determine the amount of fatty acids and their profiles, and then calculate the amount of oxygen. We also mentioned sulfur as an interference. Mainly it interferes with chlorine. For example, if you have your sulfur peak, your chlorine peak is quite close in the spectrum. I know Federico will go a bit more in depth in the next session about this, but I just have a short intro to that. Normally, if they're both in relatively low concentration, the peaks do not overlap. But when the concentration of sulfur gets higher, it might shift onto or over the chlorine peak, thus reducing your chlorine signal. Our Cindy plus Chlora can automatically correct for this. Sulfur-only analyzers have the option, or chlorine-only analyzers have the option to input your sulfur level, and then it will automatically correct. And the Chlora 2XB has a small window that automatically corrects for sulfur presence as well. Another one, if you're specifically interested in ethanol, sulfates can be present in ethanol, and when you measure these with UVF, they can solidify on your combustion tube, making it less efficient. And that's an additional benefit of XRF, is that you don't have this issue. So far for the chlorine in sulfur and chlorine in biofuels. Now specifically to the chlorine in crude oil. It's a spec that most refiners will want to know, because chlorine, like I said, it affects your catalyst, it affects your process. So it's good to know if there's any chlorine present, and it's mainly organic chlorine that they look at. So there's two types of chlorine, organic and inorganic. Organic chlorine is bound to any hydrocarbon, and inorganic is salt, for example, like salt in water. For example, if a cargo is contaminated with salt water, you will find a lot of chlorine. Please note that XRF by default always reports out total chlorine. XRF does not discriminate between organic and inorganic. So if you want to have a specific type of chlorine, organic or inorganic, you would need to pre-treat the sample before measuring it. There's two methods. Well, there's multiple methods, but we'll look at two methods in this case. The first one is ASTM D4929 Procedure C, which is specifically designed for XRF. Method A or Procedure A and Procedure B are either potentiometric or microcoulometric. And recently, I think in 2017, the XRF has been introduced as well. So there is a bit of pre-treatment to this method. This method determines only the organic chlorine. They do not keep into account the inorganic chlorine. First, your sample would need to be distilled to 204 degrees Celsius to get a naphtha fraction. This naphtha fraction is then washed with a caustic to remove H2S. And then it's washed with water to remove inorganic chlorides. So in this process, they take away any interferences that could interfere with the measurement of the organic chloride. After that, the sample is measured, the fraction is measured, and then they calculate it back to the whole product. Because you only measure a small amount of the product, you would need to calculate it back with a factor to determine what the chlorine presence is in the entire product. Because due to distillation, you are highly concentrating the chlorine in your product.
This is ASTM D4929. It's a relatively well-known method. We've made an application note about it to make people aware that it can be used with XRF, and it has a bit of pre-treatment to it. There's also an in-house method, which I think fairly decent amount of labs apply to determine the organic and inorganic chlorines separately. Some people are interested in how much is organic, how much is inorganic. Typically, the crude, you get the crude before the desalter and after the desalter. After desalter, you're checking to see, okay, does my chlorine amount drop? Is most of it inorganic chlorine? And how do we need to proceed otherwise? And the raw crude obviously contains both. So first this will be with extraction. So a sample of crude or any other product will be diluted with toluene to extract the organic chlorine. So you will do a one-on-one dilution with product and toluene. Then you shake it and you let it stand for about 15 minutes. And then you can either wash it again and do the same process multiple times to ensure you have all the organic chlorine. But in theory, it is quite easy to extract from the crude to the toluene all the organic chlorines. So typically a one-on-one dilution, shaking it, then letting it stand for 15 minutes, and then taking the toluene fraction for analysis with either a chlora or a Cindy plus chlora. And then the second step will be to dilute with distilled or better quality water to extract the inorganic chlorine. So you would wash a different part of the sample, dilute it one-on-one as well. You shake it, it's the same process. So you shake the sample, let it extract, and then you take a piece of the water fraction and then you analyze both. And then with both numbers, you should get the total. So these were the two application notes we quickly highlighted. I'm not sure if there's any questions about the application so far. Otherwise, we'll pass it over to Federico. Okay, going to Federico. Thank you very much, Julian. And this is a brief presentation about a web demonstration about Cindy plus chlora, like Julian and Florian already introduced to you. So just to keep in mind, how is the optical design of the system? This is a monochromatic wavelength dispersion XRF system. So we are using DCC optics. So there are optics that are patented from by XOS that let us to reach unbelievable limit of detection without using gases. So our systems are very basic and are low cost of operation because they just use electrical power. We use the first optic to monochromatize the emission from the X-ray tube, and then we use two other optics to select the wavelength relative to chlorine and sulfur. What we get is a really low limit of detection, both for sulfur, which is 0.4 ppm, and both for chlorine. These limit of detection are extremely low and are quite much lower than the limit of detection that is required for example, gasoline or diesel sulfur maximum concentration. Those instruments are very easy to be installed and are very easy also to be operated. They are benchtop size instruments, so quite in the past there was huge instruments involved in wavelength dispersion. These instruments are benchtop size instruments, so can be easily installed on a bench, and they are not so invasive. So the footprint that they require on a bench is very, very low. As I said before, these instruments are power-only analyzers, and that's because we use an improved optic design
which allowed us to not use additional gases like helium or other expensive gases. And so on. The use of this system is very simple and intuitive. That's because the idea of the system is to be operated by a non-skilled personnel. The samples that we can analyze are quite different, and the system is very flexible. As Julian said, there are particular applications that need some correlation factors, but in some time, so mainly using traditional petroleum products, we can use the system as it is. For example, the determination of sulfur in gasoline or in diesel is very easy, and is the limit of detection is quite far away from the limit of sulfur described below. In addition, we can also test other kind of samples, very, very different. So ethanol and ethanol-based gasoline, so with different concentration like E85 or lower concentration of ethanol in gasoline. But also, we all know that we are moving to a greener environment. So the feedstock for the refinery in the future won't be only crude oil, but we are moving more over to palm oil and natural feedstock. So we develop a particular application for the detection of sulfur in palm oil, and is available today a complete set of correction factors also for this kind of metrics. We can also talk about petrochemical, so post-processing, post-distillation products like pure aromatics, that there is a dedicated ASTM method on the determination of sulfur and chlorine in aromatics, and also many other samples. So you don't think about just only petrochemical samples, but we can also manage other samples like edible oils or many other matrices. So just to give you a quick information about the preparation of the sample and operation of the instrument, I'd like to underline that the preparation of the samples are very basic. So mainly you have to spill some sample inside a consumable cup, which represent the consumables. The consumables are very cheap, so you can consider that the consumables required for doing an analysis cost less than €2 per sample. So they are very basic, and they also the cost of running the instrument is very basic. It is very low because we don't use gases. But for sure, as I said, we ensure high performances and low limit of detection and an easy of use. So these instruments are built for giving the best results in a low measurement time as possible, and without any particular skills. In order to do so, I'd like to present a video that we shoot in our lab showing the usage of the CINDI Plascora instrument. So I will let my colleague Laura to run the video.
Thank you very much, Laura. So just to talk about the results that we got, I'm sorry for the bad quality image, but this is just a screenshot from the video that we just saw. So as you see, the measurement of chlorine is much lower than the concentration of sulfur. So this is a particular feature of this system that I'd like to stress, because as Julian said, there is a typical issue of detecting a low concentration of chlorine in case of high concentration of sulfur. So this is an important issue because since we would like to keep as low as possible the concentration of chlorine, going to underestimate this concentration can be a big problem. So that's why is a problem to detect low concentration of chlorine in case of high concentration of sulfur, because we are going to have a look to the relative energy of emission of sulfur and chlorine. You can see that the sulfur emission typical peak is about 2.3 kiloelectron volts, while chlorine is so close because it's just 2.6. So if you see here on the right of the slide, you can see how you can expect the change of the peak shape if you increase or decrease the concentration of chlorine. So if you increase the concentration of sulfur, the chlorine peak will totally disappear under sulfur peak. So if we go without any correction, we will underestimate the concentration of chlorine. So how the software can manage this issue? The software can manage this issue with a software automatic correction process that is able to correct automatically the concentration of chlorine in case of high concentration of sulfur. For example, in this table, you can have a look of a Cocker residual determination of chlorine. So it's something that we expect a high concentration of sulfur. And with high concentration of sulfur, I mean above 0.3%. And you will see that if the sulfur correction will be placed off, the chlorine measurement will result in 1.25 ppm. So we will say if we place a threshold of 1.5, we can see that okay, our sample is okay.
But this is just a mistake because the sulfur peak is just taking out some area of the chlorine peak, letting us to underestimate this. In fact, if we use the sulfur correction, the automatic sulfur correction, which is a software feature, we can have a chlorine measurement which is high above 1.5, which is 1.7 ppm. So this feature let us to automatically correct this issue, this problem, and ensure precise data concentration and lower limits of chlorine, even if the sulfur concentration is high. So we avoid this issue and we always ensure a precise measurement. So this was a brief presentation of the Cindy plus Chlora. So now I will leave the ball to Florian and in order to reply to any question. Thanks. Merci Federico et Julian. Du coup, nous avons déjà 2 questions. Donc n'hésitez pas à en poser plus via le chat directement et nous y répondrons en direct. Donc la première question qui nous est posée, c'est est-ce qu'il y a des interférences avec la matrice? Donc il peut y en avoir et du coup pour pallier à ça, il nous faut avoir un échantillon plutôt homogène pour ne pas avoir de particules physiques pendant l'analyse. Et aussi pour les interférences chimiques, par exemple avec de fortes concentrations en composés carbonés ou en aromatiques. On a des tables de facteurs de correction, pardon, qui nous permettent de justement corriger les concentrations données par l'instrument. La deuxième question nous demande les avantages que peuvent avoir les instruments XOS par rapport justement à l'ICP. Alors à cette question, la réponse est plutôt simple. En fait, c'est 2 technologies qui sont complètement différentes, mais qui sont en fait complémentaires. Pour certains éléments, l'ICP va être indispensable, mais pour d'autres éléments, comme typiquement le chlore, le soufre, le cuivre, le vanadium, le nickel, des éléments comme ça, avec l'appareil XOS, on va aller beaucoup plus vite pour la préparation d'échantillons, pour l'analyse. Et le deuxième avantage qu'on peut avoir en utilisant des appareils XOS, c'est le coût, notamment, 1, de l'instrument, et 2, des échantillons. Parce que comme vous l'a montré Federico, vous avez juste besoin d'une pipette Pasteur, d'une cup et d'un film. Le coût par échantillon, on aime à dire qu'il est inférieur à 2 € par échantillon, alors que si vous utilisez de l'ICP, le traitement chimique, le passage au micro-ondes, plus l'ICP, l'instrument et les utilités, va coûter beaucoup plus cher par échantillon. Donc c'est pour ça que on n'est pas concurrent de l'ICP, on est plutôt complémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Au niveau de la maintenance de l'instrument, so Federico, what can you say about the instrument maintenance? What should we do every month, week, years, few years? What should we do? Okay, so the maintenance. Okay, I will just start and then I will let Julian to add something if it's needed. Okay, the maintenance of the instrument is very easy because we just ask
to change a safety film, which is placed below the sample basket, but the film is the same that you can use for building a sample. So you don't have to buy anything else. So it's something about the consumable. This is mainly what we ask. In addition, maybe to do a calibration again after some months, because you have always to check with a control chart the stability of your calibration. But from our experience, the calibration is very stable, so we last a month, and it's not necessary to often calibrate the system. Julian, I'll let you to add something. Yeah, Federico, you're correct in most things. You know, we recommend to measure a check sample before you do a measurement or every day. It also highly depends on your own quality procedures. But checking a check sample, if the check sample deviates, the first thing you could do is change the safety film indeed. Otherwise, the calibrations are very stable indeed. We do recommend to at least check your calibration once every 3 months, or if your check sample indicates that it needs to be done sooner. And we recommend that once a year you do some preventative maintenance on the vacuum pump. The M-series analyzers, such as the Sindis and the Cloras, they have a vacuum pump in there, and the vacuum pump work with two suction cups that make this movement all the time. And this movement over X amount of measurements during the entire year, they wear out, or if you had a sample leakage, they get dirty. So we do recommend to change those yearly with preventative maintenance. Otherwise, the system is relatively maintenance-free because everything is placed in the engine, which is very solid. Thank you, Julian. Une autre question concernant tous les éléments qui peuvent être analysés. Donc, ça dépend. Soit vous avez des analyseurs mono-éléments. Donc là-dessus, vous avez le soufre, le chlore, le phosphore et le silicium. Et à côté de ça, vous avez le Petramax qui permet d'analyser, comme je l'ai dit tout à l'heure, 13 éléments. Ces 13 éléments, c'est le soufre, le nickel, le zinc, le vanadium, le chrome, le fer, le calcium, le cuivre, le potassium, le chlore, le potassium, le manganèse et le cobalt. J'espère que j'ai rien oublié. Hop, je vois une autre question. Quel est l'ordre de grandeur des prix d'achat? Ça va dépendre de l'analyseur sur lequel vous partez, sur le type d'échantillon et d'éléments que vous voulez analyser. Si vous voulez un analyseur très versatile, on va partir sur le Petramax. Et sur des éléments simples, sur un analyseur mono-élément, type Cindy ou Clora, ou Cindy plus Clora, ou Phoebe ou Signal. Pour vous donner une idée, c'est assez difficile, ça dépend vraiment de l'analyseur que vous allez choisir. Donc, si vous avez une idée en tête pour une analyse bien particulière, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Je vois que Federico a mis nos adresses mail. Donc, vous pouvez directement m'envoyer un mail pour me demander, me demander un devis pour l'analyseur que vous souhaitez. Hop. Julian, one technical question. How is prepared the calibration with which oil? Aromatic and H2, something like that. Yeah, it depends, of course, on the application you're trying to measure. From the factory, we mainly sell mineral oil calibrations, so white oil, because we either tend to work with a correction factor, so that only one calibration is required. But of course, it is possible to calibrate in matrix. The M-series can be calibrated with water or with aromatics. For example, ASTM D7536 states that you should calibrate in acylene. That's also possible. The Petra series is slightly different. You can calibrate, we do a fundamental parameter calibration, which works with water, catalysts, oil, and carbon powder.
well, not so much carbon powder, more coal. Coal is the correct one. So it all depends on your matrix. You know, you can always ask SRA and work together with SRA if you have a very specific application or a very specific method that needs to be run. But from the factory, by default, we calibrate with mineral oil, and it is possible to calibrate with other oils. The calibration on the M series is slightly different. The M series only has 6 slots, so there's only 6 calibration standards can be used per calibration curve, and the Petra Max is a bit more flexible, where you can go to almost as much as you want. There's a limit of 32 calibration lines, and you can go above 12 standards per calibration line. Thank you, Julien. Je ne vois pas de nouvelles questions. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de plus de précisions techniques ou même au niveau des prix. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, voilà, et puis je vous répondrai aussi vite que possible avec tous les éléments nécessaires. Ah, une dernière question, est-ce que le webinaire sera disponible en replay? Alors oui, normalement, il a été enregistré, il sera disponible après des petits retraitements de son et des choses comme ça sur notre YouTube, donc SR Instruments. Mais tout ça vous sera envoyé par mail à la suite du webinaire. Donc pas d'inquiétude. Voilà, et ben écoutez, merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande de devis. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Thank you. Bye bye. Merci. Au revoir. Merci. Bye bye.